Il y a des précédents historiques. Je crois que le truc le plus important, ce sont les manipulations du climat qui ont été faites au Vietnam pour jouer sur la date d'avancement de la mousson. Ça, c'est un truc, c'est factuel, il n'y a pas de problème, quoi. Personne ne remet ça en cause. Il y a même les auteurs de ces choses-là qui ont témoigné. Et à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, ça implique surtout d'avoir une bonne connaissance de la météo. Et à partir du moment où on connaît bien les mécanismes météorologiques, bien on agit en mettant des substances qui gênent l'apport d'énergie du soleil dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, on crée des déséquilibres, on crée des inondations, etc. On fait ce qu'on veut, c'est tout. Quand on sait bien où agir et aux bons endroits. Moi, j'ai été énormément lié à l'armée, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, il y avait du secret défense à tous les coins de rue, quoi. Et je voyais un petit peu ces gens grouiller. Les grands manipulateurs du climat, potentiellement, sont les militaires, hein. Le point de départ, c'est qu'on a beaucoup de mal à communiquer par radio avec les sous-marins. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche d'eau entre les sous-marins et les ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, elles ont une profondeur de pénétration qui dépend de leur fréquence. Et pour arriver à communiquer avec les sous-marins, il faut des très basses fréquences. Et les très basses fréquences, ça se fait des très grandes antennes. Alors par exemple, je crois qu'en France, on doit avoir une installation qui doit être sur un plateau au sud, on voit des très très grandes antennes comme ça, qui permettent de faire ces très très basses fréquences, qui à ce moment-là arrivent à franchir les masses liquides et à toucher le sous-marin. Bon. Mais il y a une autre solution qui consistait à utiliser l'ionosphère. Alors l'ionosphère, c'est les couches de la haute atmosphère qui sont à 80 km d'altitude. Et ARP, c'est comme ça que ça fonctionne. ARP, vous avez toute une batterie d'émetteurs de micro-ondes qui agissent sur cette ionosphère et qui l'ionisent. Et alors, il y a une chose, c'est qu'on peut à ce moment-là créer une ionisation, désionisation à très très basse fréquence, en faisant osciller une masse de plasma qui fait des dizaines de kilomètres de largeur et qui à ce moment-là oscille lentement. Et ça, c'est vraiment le vecteur pour communiquer avec les sous-marins à très grande distance. Puis alors après, on s'est aperçu d'autre chose, c'est qu'on pouvait, avec deux pinceaux de micro-ondes, en les croisant en haute atmosphère, faire une surface gauche ionisée, qui à ce moment-là peut servir de réflecteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne voit rien, puisque c'est simplement du plasma. On crée des miroirs, et à ce moment-là, les ondes électromagnétiques peuvent se réfléchir, ce qui permet à ce moment-là à un pays de communiquer par radio avec un sous-marin qui est aux antipodes. C'est merveilleux. Bon. Alors ça, c'est le point de départ de HARP. Les Russes ont la même chose. Tout ça, c'est assez classique. HARP est décrit comme un outil d'énergie, propulsant des clusters d'électrons vers la haute atmosphère. Sura, son pendant russe, aurait été initié en 1983 par le ministère de la Défense soviétique pour étudier le comportement de la ionosphère lorsqu'elle est soumise à des tirs d'électrons, afin d'émettre à très basse fréquence, notamment pour communiquer avec les sous-marins. Tout comme HARP, Sura est un champ immense d'antennes tournées vers le ciel, un envoi massif d'ondes courtes, expérimentation qui, au demeurant, augmenterait le phénomène des aurores boréales. Ne semblant pas sans risque, cette modification du comportement de la ionosphère serait comme une porte ouverte vers des dérèglements climatiques de tout ordre. D'ailleurs, presque tous les continents ont développé des plateformes expérimentales similaires. En Europe, l'AISCA, située en Finlande près d'Andersal, regroupe la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, la Norvège et la Suède. Il y a également une plateforme à Murada, au-dessus d'Osaka, au Japon. Ces multiples centres de tir de high energy donnent à penser que la possibilité d'influencer le climat n'est pas un leurre. Alors après, est-ce qu'on peut faire autre chose avec HARP? Mais en fait, justement, en agissant avec ces micro-ondes, on peut créer des fenêtres dans la haute atmosphère. Et c'est là que la clé, disons, l'arme météorologique, ça consiste, dans une région du globe, à créer une région chaude et une région froide. À un endroit, vous allez mettre un écran en dispersant des particules qui fait que la chaleur du soleil arrive moins, donc vous allez baisser en température. Et de l'autre côté, au contraire, avec des micro-ondes, vous allez au contraire faire un trou dans la haute atmosphère. Et ce genre de choses-là,
ce sont des armes qui vont mettre plusieurs jours à démarrer. C'est-à-dire que si on fait une chose comme ça ne va pas être instantané, on n'appuie pas sur la détente, on dit boum, il va se passer ceci. Non, mais simplement, en injectant de l'énergie, pas tellement d'un côté et en occultant de l'autre, ben on arrive à fabriquer ces différences de pression, de différences de température, puis à ce moment-là, il y a un règlement de compte terrible. À ce moment-là, on fait ces fameuses tempêtes, tout d'un coup, où il y a des vents à 200 km/h, on ne sait pas d'où ça sort. Et ça, on est capable de faire ça. Et ça, c'est expérimenté, à mon avis, c'est une certitude. Les nanoparticules, par définition, elles sont toutes petites. Alors c'est intéressant parce que quand on disperse des particules dans la haute atmosphère, ben elles tombent. Alors elles ne tombent pas vite. Disons que ces particules-là, elles vont tomber à quelques centimètres par seconde. Tandis que si c'est des nanoparticules, la vitesse de chute devient inappréciable. On arrive à quelque chose de beaucoup plus permanent. Alors déjà, le fait que les particules soient toutes petites, c'est intéressant. Bon, ces particules, elles peuvent aussi être des récepteurs pour ces micro-ondes. Donc on peut coupler cette histoire plus ces nanoparticules. Après, le fait qu'elles vont se mélanger à notre nourriture, enfin bon, il y aura des effets. Ce sont des retombées, c'est ce qu'on appellerait les effets collatéraux, quoi, oui. Il y a une chose, par exemple, c'est que mettre des substances dans la haute atmosphère, c'est aussi une façon de permettre d'avoir des réceptions radio au-delà de l'horizon. Vous savez, quand on a des récepteurs radio ou radars, tout ça, c'est limité par la courbure de la Terre. Bon, tout d'un coup, si des gens disent, vous savez, si je mets des substances à tel endroit, on va gagner 500 km. Faisons-le. Oui, mais ces substances, ça va faire des problèmes de santé. Alors là, on s'en fout. Les expérimentations nucléaires qu'on a fait à Mururoa, c'est épouvantable ce qu'on a fait. On a foutu la Polynésie en l'air, on a créé des cancers. Un jour, il y a eu une explosion à Mururoa, et vraiment les vents dominants ont emmené le nuage sur des îles au sud-ouest qui ont été très touchées. Eh bien, les médecins sont allés mettre leur compteur GGR sur les salades, et ça crépitait de tous les côtés. On n'a rien dit aux populations, pour ne pas créer la panique. Vous voyez, on n'a rien dit. Alors, il y a des bouquins là-dessus, c'est documenté. Non, moi, je veux dire, moi, je trouve ça choquant, c'est ce cynisme de la technologie militaire. C'est pas possible. Quand est-ce qu'on va avoir des armes à micro-ondes pour contrôler les foules, crowd control, contrôler les foules?